Merci Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous sommes réunis pour ce webinaire autour de la donnée comme ressource pour le développement territorial et pour échanger sur cette question stratégique. J'accueille trois intervenants et intervenantes, David Faux, Marie-Hélène Gauthier et Alain Rallet. Et donc, David Faux, responsable données numériques à Dijon Métropole, Marie-Hélène Gauthier, doctorante CIF en géographie, aménagement du territoire, rattachée d'une part au laboratoire UMR-ID à l'Université du Havre et à la région Normandie donc pour la CIFRE, mais elle va nous en dire un petit peu plus long tout de suite, et Alain Rallet, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris-Saclay et membre du laboratoire d'économie-gestion RITM, je pense qu'on lit l'acronyme comme ça, donc de cette université. Je vais vous demander les uns les autres de vous présenter brièvement. David, brièvement, mais un petit peu plus de manière détaillée que ce que je viens de dire. David en premier. Merci Ludovic, bonjour à tous. Donc David Faux, en effet, je suis responsable des données numériques, ce qu'on appelle aussi Chief Data Officer pour Dijon Métropole. Et je suis également responsable du pôle data, qui est un pôle au sein de la direction du numérique, qui est en charge toute la partie stratégie, gouvernance, patrimoine, valorisation et partage des données. Merci David. Marie-Hélène. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Ludovic, je suis en deuxième année de thèse en géographie et aménagement du territoire. Je suis rattachée à l'UMR CNRS ID à l'Université du Havre, où d'ailleurs je suis encadrée par Philippe Vidal. Mon sujet de thèse porte sur les modèles de gouvernance territoriale, donc adaptés au développement de projets et services qui sont basés sur la valorisation des données. Et donc, mes travaux vont s'appuyer principalement sur un cas d'étude qui est le Data Lab Normandie, avec une réflexion tout particulièrement portée finalement sur la coordination des acteurs normands. En d'autres termes, c'est comment coordonner les acteurs pour favoriser le développement territorial grâce aux données. Et donc, comme l'a dit Ludovic, je suis dans le cadre, ma thèse s'inscrit dans le cadre du dispositif CIFRE. Et donc, rapidement, en quelques mots, c'est un dispositif qui est mis en œuvre par l'ANRT, donc l'Agence nationale recherche technologie, pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il va permettre à des structures privées ou publiques de pouvoir recruter un doctorant, mais l'inverse est valable, un doctorant de réaliser sa thèse dans une structure, ce qui va donner lieu pour l'employeur au versement d'une subvention annuelle par l'ANRT. Et donc, dans mon cas, moi, j'ai été recrutée par la région Normandie et j'ai intégré la direction de l'aménagement numérique, notamment parce qu'elle porte la coordination opérationnelle du Data Lab Normandie. Et donc, les intérêts d'un tel dispositif, pour en citer juste quelques-uns, c'est qu'il va me permettre d'être au contact de mon terrain de recherche, d'observer le travail des opérationnels, mais aussi d'avoir une double formation académique opérationnelle, ce qui vient élargir les possibilités en termes d'employabilité pour l'après-thèse. Et puis surtout, ça va permettre d'inscrire mes travaux dans une démarche de recherche-action et donc de contribuer, alors bien évidemment complémentairement à l'action des opérationnels et par un prisme recherche académique bien évidemment, à l'apport de réponses à des problématiques terrain. Et donc c'est pour ça, dans mon cas, ça va se traduire par une contribution aux réflexions à la fois de la région autour de la donnée, mais aussi à un accompagnement des membres du Data Lab Normandie dans l'évolution de leurs projets communs. Merci Marie-Hélène pour ces précisions. Et enfin Alain. Bien, bonjour, moi je suis initialement spécialisé dans l'économie territoriale, donc le développement des territoires, puis ensuite dans l'économie numérique qu'on appelle maintenant économie digitale. Et au croisement des deux, il y a le sujet d'aujourd'hui qui est le rôle des données dans la fabrique des territoires, dans le développement des territoires. Merci à tous les trois. Pour ma part, je me présente brièvement. Donc, Ludovic Jeanne, je suis professeur assistant en géopolitique ici à l'EM Normandie. J'y suis référent intelligence économique, responsable de l'intégrité académique. Et notamment, j'y dirige le séminaire d'intelligence territoriale dans le cadre de notre M2MS, stratégie de développement et territoire. Et nos étudiants donc, de ce M2 et ce MS sont également en ligne et participent à ce webinaire. Je vous propose donc de
tout de suite entamer nos échanges et en commençant par une question élémentaire mais essentielle. D'abord, de quoi parle-t-on et quels sont les enjeux? Avec un premier point, peut-être sur la data, sur les données d'intérêt général, les données territoriales, peut-être quelques éclaircissements, Alain? Oui, quelques peut-être définitions. Bon, la data, on parle de la data, mais en fait, data, c'est au pluriel en anglais, c'est les données, qu'on peut définir en fait comme des objets qui sont, par exemple, une ville, qui est caractérisée par un attribut ou des attributs, les habitants, les espaces verts, les équipements sportifs, etc., et auxquels on associe une valeur, donc le nombre d'habitants, la surface des espaces verts, etc. Au niveau le plus général, c'est ce qu'on appelle donc les données, et qui sont aujourd'hui donc sous forme numérisée, puisqu'elles sont transformées ensuite de 0 et de 1, et ça permet donc des traitements informatiques. Moi, j'insisterai sur la matérialité de la donnée, sur le fait que c'est vraiment un matériau quasiment physique qui fait l'objet de toute une série d'opérations assez coûteuses d'ailleurs, qui est de collecter, de trier, de produire, de formater, de mettre à jour, de calculer, d'interpréter. Et tout ça donc implique des coûts, des efforts, des difficultés. Et ce n'est pas du tout l'élément un peu éthéré auquel on se réfère parfois. Alors, d'intérêt général, c'est ça, données d'intérêt général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une donnée n'est pas une fin en soi. On n'accumule pas des données pour accumuler des données, mais ça sert des finalités. Et quelle finalité? Eh bien, c'est aujourd'hui pour produire, imaginer des services, que ce soit d'optimiser des services existants ou innover dans de nouveaux services. Et dans le domaine territorial, on a toute une gamme en fait de services possibles qui sont les services de mobilité, les services associés à la transition énergétique et environnementale, les services associés au développement de l'emploi, à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, etc. Enfin, bon, il y a une gamme de services qui sont d'ailleurs en général cloisonnés de manière un peu sectorielle. Au niveau des collectivités locales, ça correspond aux grandes directions fonctionnelles des collectivités. Et il s'agit aujourd'hui aussi d'assurer plus de transversalité. Le territoire, c'est aussi ça, c'est pas simplement une juxtaposition de secteurs, c'est aussi de rendre ces secteurs transversaux et d'imaginer des services, de nouveaux services au croisement de l'ensemble de ces différentes fonctionnalités. Là, je crois qu'il y a un champ d'innovation absolument considérable qui est devant nous. On est plutôt au début du processus qu'à la fin. Et c'est, je crois, un peu l'enjeu aujourd'hui pour les collectivités locales. Alors, peut-être pour terminer, là, un mot sur la notion d'intérêt général qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment l'encre des juristes. Moi, je le définirais de manière pragmatique comme une finalité d'ordre supérieur qui concerne l'ensemble d'une population plutôt que des intérêts particuliers. Et il faut bien voir que les mêmes données, par exemple des données de mobilité, d'un service de mobilité, je ne sais pas, des trottinettes ou un quelconque opérateur de transport, ça peut à la fois servir l'intérêt particulier de l'opérateur de transport pour optimiser son service, et ça peut également contribuer à l'intérêt général si on veut favoriser, par exemple, des développements plus doux dans la ville, moins polluants, diminuer la congestion, etc. Et enfin, peut-être dernière précision sur laquelle on reviendra, c'est que l'intérêt général peut être à la fois assuré, comme dans la tradition française, par des services publics, par des acteurs publics, mais aussi dans la tradition anglo-saxonne, aussi bien par des acteurs privés auxquels on assigne des missions en fait, d'intérêt général. Merci pour ces premières précisions et les points saillants, effectivement, notamment autour de cette question d'intérêt général. On aura effectivement sans doute l'occasion d'y revenir. La donnée, c'est aussi un cycle. C'est comme je le disais, comme référent intelligence économique, ça me rappelle un autre cycle, celui de l'information, mais
celui de la data, il a ses spécificités. Marie-Hélène, vous allez pouvoir nous éclairer sur ce point-là. Oui, alors je vais juste me permettre de partager. Hop, Voilà, merci. Donc oui, je partage juste ce graphique donc, qui n'est pas de moi, qui est de la Fédération nationale des collectivités concédantes, qui a réalisé une étude sur le cycle de la donnée dans la conception et la mise en œuvre des services et des usages numériques pour les collectivités territoriales. Effectivement, et c'est Alain a pu le mentionner dans son intervention, qui dit données, en tout cas numérique, bien évidemment, dit cycle de vie de la donnée. Et donc, elle va comporter plusieurs étapes. Donc, il existe plusieurs variantes, notamment qui vont être issues selon le type de données. Par exemple, s'il s'agit des données de santé ou des données de recherche, puisque toutes les données ne vont pas répondre au même fonctionnement, aux mêmes obligations. Mais ici, je vous propose de retenir ce modèle qui va reprendre du coup 6 étapes, comme vous pouvez le voir. Alors, on a une première étape qui va être production-acquisition, qui ici va autant correspondre finalement à la création de données brutes, par exemple, via des capteurs, mais aussi à la collecte de données, notamment l'open data, qui peut parler à plusieurs d'entre vous. On va avoir une deuxième phase de traitement qui, ici, va plutôt concerner le fait de préparer la donnée, de la structurer, de la standardiser, et en fait, de la rendre exploitable, puisque, je viens de le dire, sur cette première étape, on a la question des données brutes. Donc, il faut pouvoir les rendre exploitables pour pouvoir créer de l'information, voire de la connaissance, ce qui va correspondre à la troisième étape. Et là, juste un petit aparté, puisque Ludovic le mentionnait, il y a effectivement le cycle de la connaissance qui est intéressant quand on envisage la donnée, même si là, il y a plusieurs modèles qui existent. Un modèle qui va être mentionné dans certains articles, c'est celui qui dit que la donnée qui va être, quand on va lui donner sens, puisque la donnée en soi n'a pas de sens, quand on va lui donner le sens, va permettre de créer de l'information. Et quand on va essayer de donner du sens à l'information, la remettre en contexte, on va créer de la connaissance. Voilà pour la petite aparté. Mais donc, du coup, cette troisième étape, analyse informatique décisionnelle IA, c'est justement ce qui permet, grâce au traitement, de pouvoir créer de l'information et de la connaissance. Et donc, ça va être possible, par exemple, par l'utilisation d'outils de business intelligence pour développer des data visualisation pour aider, par exemple, dans la prise de décision. On va avoir ensuite les quatrième et cinquième étapes, donc les questions d'accès, de conservation, d'archivage et d'effacement, qui, alors selon les modèles, peuvent se retrouver à d'autres endroits du cycle de vie, mais elles sont pleinement intégrées dans celui-ci, qui vont correspondre à la gestion des données. Donc, ça va renvoyer à plusieurs questions, celle de la gouvernance, par exemple, avec les droits d'accès aux données, qui peut y avoir accès au sein d'une entité. Là, on est sur un système d'information. Donc, au sein d'une entité, comment on accède à ces données. On va également avoir la question de la sécurité des données, par exemple, avec l'application du RGPD, donc Règlement général sur la protection des données. On va avoir ces questions aussi de stockage ou de suppression des données, puisque on n'est pas forcément sur des dynamiques tout le temps de conservation. Il y a des règles de conservation qui s'imposent. Il y a aussi parfois des choix qui se font sur la question de la suppression des données. Et puis, donc, évidemment, une dernière étape qui va consister en la réutilisation et ou la libération de la donnée, ce qui a pu aussi être mentionné par Alain juste avant. Ce cycle de vie de la donnée, il va aussi permettre d'envisager finalement la chaîne de valeur de la donnée dans une dimension peut-être un peu plus externe aussi, puisque la donnée, elle va vraiment révéler sa valeur ajoutée dans sa transformation et son exploitation. En effet, la donnée brute en tant que telle n'a pas forcément de valeur. C'est l'usage qui va en être fait qui va permettre de pouvoir la valoriser. Ton micro est coupé, Ludovic. Merci. Merci pour ces précisions, Marie-Hélène. Effectivement, on retrouve des points de repère avec l'intelligence économique, puisque dans le rapport MART de 1994, on a insisté sur l'information comme source de valeur ajoutée. Et là, on se trouve dans une nouvelle phase avec la question des data.
On s'intéresse d'abord et essentiellement effectivement au territoire, pas seulement, on le verra tout à l'heure. Du coup, par rapport à ces premières définitions, par rapport à ces premiers éclaircissements, si on raisonne en termes d'enjeux et en termes de finalité pour les territoires et plus particulièrement pour les collectivités, dans quels termes justement les choses se formulent? Je repasse la parole à Alain pour nous faire avancer dans la réflexion sur ce point-là. Je pense qu'il y a deux types d'enjeux. Il y a un enjeu de long terme, un enjeu stratégique, qui est par la capacité à produire de nouveaux services fondés sur l'exploitation des données territoriales. C'est d'améliorer finalement la qualité de vie des gens, l'efficacité du fonctionnement du système urbain, et peut-être plus généralement l'attractivité des territoires. Parce qu'on on a le sentiment d'être à la veille d'une réorganisation de l'échelle géographique des processus économiques en matière de production, en matière de distribution, en matière de mode de consommation. Il va y avoir des changements très importants et tout ça va être piloté par les données, en fait, par des services donc, qui sont fondés sur les données, que ce soit par exemple sur les circuits courts. La mise en place de circuits courts suppose effectivement la mise en place d'échanges d'informations entre différents types d'acteurs économiques. Et là, il y a un champ d'innovation qui est extrêmement important. Je disais qu'on n'en est qu'au début, très certainement. Les territoires vont certainement se différencier selon leur capacité justement à définir ce nouveau type de service qui permettent de piloter en fait l'économie locale. Alors ça, c'est l'enjeu stratégique. Il y a un enjeu de court et de moyen terme qui est de trouver les moyens de le faire. Et les moyens de le faire, pour l'instant, ça prend la forme de quoi? D'une plateforme qui, en fait, essaie de tenir les deux bouts de la question. Le premier bout, c'est finalement qu'il y ait une multiplication des acteurs producteurs de données grâce notamment à la multiplication des capteurs, en fait, qui sont maintenant diffusés dans la plupart des objets, puisque dans les objets, si on met une puce, en fait, elle devient un objet intelligent capable de capter des données. Donc, il y a une multiplication des acteurs et il faut, de l'autre côté, il faut être capable de coordonner l'ensemble de ces acteurs, puisque une donnée n'a de valeur qu'à la condition d'être croisée avec d'autres données, d'être partagée avec d'autres données. Donc, on observe aujourd'hui la mise en place de plateformes de données territoriales qui remplissent ces objectifs, que ce soit les régions, que ce soit les départements, que ce soit les métropoles ou certaines communes. Ils ont tendance aujourd'hui à développer des plateformes qui, justement, c'est de coordonner et de centraliser la collecte des données, deux, de les mettre à disposition soit de la valorisation de leurs propres services, soit à la disposition d'innovateurs de services qui donc déploieraient des services dans de nouveaux domaines. Et puis, trois, de mettre en place les cadres juridiques et économiques de réutilisation de ces données. Donc, pour moi, c'est ça, disons, un peu l'enjeu. Et les collectivités locales, David nous en parlera de façon beaucoup plus précise, se sont toutes lancées dans cette nouvelle aventure. Alors là, vous avez lâché le mot efficacité. La donnée, c'est aussi une question effectivement d'efficacité, peut-être d'ailleurs au pluriel. Et on va aborder une deuxième question justement autour de quel levier pour plus d'efficacité. Avec un premier point, et je vais vous laisser la parole, Alain, pour poursuivre, un premier point autour de la question du décloisonnement de la donnée et peut-être du passage d'un concept très répandu maintenant, bien connu, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il circule dans l'univers académique comme collectivité et entreprise, qui est celui d'open data, à un concept ou une approche qui est peut-être encore pas aussi généralisée, qui est celle de shared data. Oui, alors, pour développer des services fondés sur les données, il y a une première condition, c'est de disposer de la donnée. Et pour disposer de la donnée, il faut que les acteurs qui détiennent ces données libèrent ces données
pour un usage, un certain type d'usage. Donc, ça, c'est la question de l'ouverture des données, et ça a pris la forme d'un mouvement important depuis quelques années. Depuis le début des années 2010, il y a eu des villes pilotes même dans ce domaine-là, mais l'élan a surtout été donné par une loi en France qui est la loi pour la République numérique, qui date de 2016 et qui est entrée en vigueur en 2018, donc c'est malgré tout assez récent, et qui, je cite, hein, c'est l'obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants et des administrations de plus de 50 agents de publier en ligne leurs bases de données qui ont un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Donc, il y a une obligation de publication de leur base de données sous une forme accessible et réutilisable. Et cette obligation a été étendue ensuite aux entreprises qui sont sous délégation de services publics, hein, par exemple les opérateurs de transport ou d'énergie, et puis la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités de 2019, a étendu encore cette obligation aux acteurs de la mobilité. Donc tout ceci a donné lieu finalement à développement d'un certain nombre de plateformes, c'est-à-dire en fait de portails de jeux de données qui sont maintenant disponibles et que les collectivités locales essaient de compléter constamment par de nouveaux accords, et David nous en parlera tout à l'heure. Alors, il y a eu des limites à cela, de cet open data, et notamment le fait que les acteurs publics n'ont pas le monopole des données. Donc, il faut aussi, je le disais tout à l'heure, il y a une multiplication des producteurs de données, donc il faut aussi partager les données avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs publics pour constituer ces plateformes. On peut prendre ça, l'exemple de la mobilité, par exemple. Il faut aussi mettre dans le partage des acteurs tels que Waze, Uber, les trottinettes électriques, etc., électroniques, de telle façon donc qu'on ait qu'on puisse fonder un service d'intermodalité au niveau de l'ensemble d'une ville, par exemple. Et c'est ce qu'on appelle le share data. Donc, on est passé un peu de l'open data, qui est la simple ouverture des bases de données publiques, à une tentative un peu plus large de partager ces données avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs publics. Alors, dans cette évolution des méthodes et même des concepts autour de la donnée, il y a un autre aspect aussi, c'est l'importance d'un déploiement guidé par les besoins et les usages, et ceci dans le but d'éviter la tentation ou l'impasse accumulative. Je vous laisse poursuivre, Alain. J'accumule alors. Tout à fait. J'accumule la prise de parole. Oui, non, je crois qu'il y a peu de conceptions. Il y a une conception qui consiste à fétichiser la donnée. On parle de la data, de manière un peu mystique parfois, et qui est l'effort en fait d'accumuler des données pour les accumuler, enfin, la collecte pour la collecte, quoi, sans se poser d'abord la question de leur utilisation. Et je crois que les expressions même qui ont été utilisées symbolisent ça. C'est open data, big data, tout ça est très centré en fait sur la donnée beaucoup plus que sur le service ou l'usage de cette donnée. Alors, je crois que c'était un peu une limite aussi de l'open data, c'est-à-dire qu'on a accumulé des données, on a constitué des jeux de données, mais so what, enfin, pour quelle utilisation, c'est un peu le problème. Il y avait un peu la croyance que le fait qu'on produise ces jeux de données allait finalement permettre le développement de services qui utilisaient ces données. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Il y a des tas de problèmes qui se posent. Et je pense qu'aujourd'hui, les collectivités sont en train de passer peut-être une autre vision qui me semble plus raisonnable, qui est qu'il faut partir du service, en fait, partir de l'usage, par exemple en matière de mobilité, en matière de gestion des déchets, en matière de services d'éducation, en matière d'alimentation, etc. Et se poser la question, mais pour développer ces services, de quelles données on a besoin? C'est de
de réfléchir un peu à l'envers. Alors, le problème, c'est que les plateformes se trouvent aujourd'hui un peu coincées, je ne sais pas si David pourra nous en parler, entre deux difficultés en fait. Il y a d'une part, ils ont des jeux de données qui peuvent être assez complets, qui sont donc des données accessibles, mais qui ne donnent pas nécessairement lieu à des services de manière spontanée, quoi. Et puis, de l'autre côté, si on part des services, des usages, ben, on n'a pas forcément les données dans le catalogue. Donc, les plateformes sont un peu entre deux chaises, quoi, de ce point de vue-là. Voilà. Je voudrais d'ailleurs dire, je ne sais pas ce que David et Marie-Hélène en pensent, mais pour moi, c'est le service qui produit la donnée. Parce qu'on doit être à l'école un peu des GAFA, finalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Google ou Facebook? Ils ont développé un service, un moteur de recherche ou un réseau social, et puis ils ont accumulé, au travers du succès de ce service, de gigantesques bases de données. Mais ils ne sont pas partis des données pour se poser la question, mais quel service on va produire? Non, ils ont produit ce service, et puis cela leur a permis, grâce à des effets réseau, etc., de produire des bases de données qui leur permettent ensuite de diversifier leur activité et de pénétrer d'autres secteurs que le secteur initial dans lequel ils étaient. L'exemple d'Amazon, c'est typique de ça, hein. On est un distributeur finalement assez classique, finalement, une marketplace. On a accumulé beaucoup de bases de données grâce à l'audience et le nombre de clients qu'Amazon a attiré, et ça leur permet ensuite de passer à un autre secteur dans lequel ils n'avaient initialement aucune compétence, et c'est la donnée qui assure la transversalité, qui est le secteur de l'audiovisuel, puisqu'ils sont devenus maintenant un des principaux acteurs de l'audiovisuel. Ils ont même, aux grandes dames de France Télévisions hier soir, non, c'est ce soir, je crois, retransmis le quart de finale entre Djokovic et Nadal. Merci Alain. Alors, la donnée, on le voit, c'est une affaire de concept, c'est même parfois une affaire de croyance, le mot vient d'être utilisé, mais c'est aussi une affaire d'outils, de moyens techniques, et donc, en l'occurrence, de plateformes et d'architecture. On parle de hub, de captation, de stockage, de modélisation, de vitrines. David, vous pouvez commencer à nous éclairer sur toutes ces notions? Oui, tout à fait. Je rejoins Alain dans ce qu'il disait juste avant, que le point de départ, c'est l'usage. Et on le verra quand je rentrerai un petit peu plus dans le cas de Dijon Métropole. Notre point de départ sur la gestion de la donnée, ce sont les projets de territoire. Et donc l'usage et les services qu'on en attend. Maintenant, en effet, pour atteindre ces objectifs de service et répondre aux attentes des usagers, on a besoin de s'appuyer sur des plateformes et des architectures qui nous permettent soit de pouvoir consolider les jeux de données qui nous servent à alimenter ces cas d'usage. Et en effet, c'est de la partie captation. Comment capter des données sur le territoire, soit en captant de nouveaux déployeurs. Sur le territoire dijonnais, on a déployé des capteurs UpCity sur de la fréquentation de l'espace public, hein, aussi bien véhicules que piétons, ou alors des capteurs de température, comme on l'a fait avec le programme POPSU, hein, des plateformes d'observation des politiques et stratégies urbaines. Soit on va capter des nouvelles données en tissant des partenariats avec des acteurs du territoire, que ce soit nos délégataires, que ce soit nos concessionnaires, ou même des grands opérateurs hein, comme Waze, hein, qui fait partie des GAFAM au titre de Google. Au-delà de cette captation de données, il s'agit maintenant aussi de les structurer et de voir comment stocker ces données, comment les modéliser. Et pour cela, on va s'appuyer sur des plateformes de type Data Hub, hein, hub de données. Et ces Data Hub, on doit les faire avec des partenaires et aussi bien des partenaires techniques que des partenaires qui vont nous permettre de pouvoir lier ces données entre elles, travailler sur la modélisation des données et développer ces nouveaux concepts d'ontologie, hein, de métamodèles, donc de créer des modèles au-dessus des modèles de stockage de données. Il est important aussi que ces données qu'on acquiert, qu'on souhaite valoriser via des services, on en fasse faire la connaissance, faire connaître la valeur de la donnée et en rendant facile la compréhension, l'appropriation des données avec des approches de type observatoire,
des rencontres avec des acteurs du territoire sur la sensibilisation autour des enjeux de la donnée, sur la façon de les exploiter, expliquer ce que le territoire fait en termes de valorisation via la transparence et, j'en reparlerai un petit peu plus tard, via l'élaboration d'un cadre de confiance dans lequel les territoires doivent se positionner pour être vraiment l'acteur, et je reviendrai sur un terme qu'on aime bien développer chez nous, l'autorité organisatrice des données sur son territoire. Oui, on l'abordera tout à l'heure. Effectivement, alors un autre levier d'efficacité et peut-être même tout simplement d'utilité, c'est l'enjeu de l'appropriation de ces nouvelles ressources. Alors d'abord par les services internes dans les collectivités, par les citoyens qui sont par ailleurs des usagers, et puis par les acteurs économiques du territoire. Alors autour de cette question de l'appropriation, Alain, quelques réflexions, quelques points saillants? Pour moi, c'est le bilan tout à fait positif de l'open data, c'est d'avoir posé la question des données, de leur appropriation depuis maintenant quelques années, en tout cas d'avoir essayé de mobiliser les acteurs territoriaux autour de cette question, qui est une question tout à fait nouvelle pour eux, en fait. Et à travers des cercles un peu concentriques, si on commence... le chantier commence par la communication entre les services fonctionnels d'une collectivité locale, leur apprendre à communiquer, échanger leurs informations, à désiloter, comme on dit, les données. Ensuite, il y a un deuxième cercle, en fait, qui est de développer un cadre coopératif, comme vient de dire David, avec les autres acteurs publics, les autres collectivités, les établissements publics. Ça, c'est pas non plus forcément facile à faire. Ensuite, troisième cadre, c'est de le faire avec des acteurs privés, encore peut-être plus difficile à opérer. Ensuite, il faut aussi être capable d'intégrer les données qui viennent des utilisateurs finaux, des end users, notamment à travers les smartphones et à travers aussi tout l'Internet des objets. Ce n'est pas forcément évident d'intégrer dans un système d'information qui n'a pas été conçu pour ça, qui était plutôt top-down, d'intégrer des données qui sont plutôt de type bottom-up. Il faut assurer aussi le travail technique dont parlait David. Le travail aussi juridique, c'est définir les conditions d'accès, d'utilisation des données. Et puis, alors là, c'est encore très peu fait, définir le modèle économique, donc les conditions d'échange et de rémunération des données. Bon. Tout ceci fait un vaste chantier et on voit que ça progresse petit à petit, en fait, notamment au niveau de l'appropriation de ces questions et de ces difficultés par un ensemble de plus en plus large d'acteurs. Alors l'appropriation, ça pose aussi peut-être de manière plus large, ou en tout cas de manière méta, la question de l'acculturation, et on verra aussi l'aspect afférent autour de la gouvernance territoriale de la donnée. Sur ces questions d'acculturation, Marie-Hélène? Oui, alors en termes d'acculturation, je vais juste déjà commencer par citer trois auteurs, donc Philippe Besse, Céline Castérenard et Aurélien Gavirier, qui, dans le cadre en fait, d'un débat public organisé par la CNIL Éthique et numérique en 2017, suite notamment à la loi République numérique que Alain avait citée un petit peu auparavant, il nous explique que les technologies permettant la valorisation de grosses données ne sont pas idéologiquement neutres, pour la simple raison que tout le monde ne part pas d'un pied d'égalité. Et donc, effectivement, au-delà de l'explication de l'accès aux données qui a pu être dite, au-delà des moyens et des compétences techniques dont David évoquait à l'instant et qui est également cité par les auteurs, on va retrouver en sous-bassement la question de l'acculturation. Et donc, l'acculturation, elle est un levier en ça qu'elle vient favoriser une meilleure sensibilisation des acteurs. On entendait Alain parler de désilotement, du fait de faire parler les acteurs. Mieux informés et conscients, ils deviennent aussi plus aptes, ces acteurs, à pouvoir se saisir du sujet de la capacité et donc éventuellement à identifier les opportunités qui pourraient être saisies pour le territoire, puisque c'est bien l'enjeu du sujet aujourd'hui. Et donc, ces acteurs, on peut imaginer que dans la continuité finalement de cette sensibilisation, acculturation, ils seraient plus à même aussi d'être force de proposition en interne et aussi en externe, et donc devenant
potentiellement eux-mêmes les promoteurs de cette culture, puisque acculturation vient dire aussi culture de la donnée, au sein de leur structure, mais aussi de leur réseau. Puisque là encore, hein, je fais référence à ce que disait Alain tout à l'heure, hein, en disant que c'est le croisement des données qui permet aussi de leur donner la valeur. Cette acculturation, elle va d'autant plus être essentielle si on vient diffuser une culture commune, en particulier si la mise en place de communs, donc au sens de commun numérique, va être proposée, par exemple. Et donc, cette approche culturelle, finalement, elle vient interpeller la question du niveau de maturité à la fois des individus et des organisations. Elle va impliquer un enjeu de compréhension et de prise en compte des spécificités de chacun. Et là encore, je fais encore référence à Alain, mais qui parlait à l'instant de modèle économique, qui va aussi être dépendant de l'organisation des structures. Donc, il y a cet enjeu de compréhension et de prise en compte des spécificités de chacun, du fonctionnement et des stratégies qui sont à l'œuvre dans les organisations, puisque, on le voit, hein, il y a un ensemble d'acteurs qui sont sur cette chaîne de valeur de la donnée. Et puis, là aussi, on peut venir citer les travaux de Anne Lehmann, hein, qui, dans un article en 2017, évoquait les oppositions qui pouvaient apparaître entre, et là je la cite aussi, hein, une vision qui était plutôt orientée de transparence de la vie publique, et là ça renvoie à des enjeux par exemple d'open data, mais du coup opposée à une conception qui serait plutôt orientée business. Elle vient aussi du coup citer des oppositions qui pourraient apparaître entre techniciens et élus, avec une vision plutôt technique et une vision plutôt politique, mais également des oppositions entre techniciens eux-mêmes, selon qu'ils révèlent finalement d'une fonction transversale ou d'une fonction thématique. Et donc, par rapport à cette acculturation, on peut envisager plusieurs pistes. Hein. Plusieurs pistes peuvent être mises en place pour pouvoir répondre à cet enjeu d'acculturation. Des pistes qui finalement reposent en grande partie sur la médiation, qui peut être envisagée alors pour acculturer les différents acteurs. Hein. On va parler de la sensibilisation à la fois des élus, mais aussi des techniciens, des chefs d'entreprise, des citoyens, finalement de tous ceux qui sont concernés par la donnée numérique, et a priori ça fait beaucoup de monde, qui va permettre à chacun de devenir un acteur éclairé. Et non pas uniquement dans une approche technique, hein, puisqu'on le voit, hein, il y a tout un côté technique en termes de compétences techniques aussi, d'infrastructures qui est lié à cette question de la donnée. Mais c'est du coup ne pas envisager seulement la donnée dans cette approche technique, mais également plus générique pour venir démystifier la donnée. Tout à l'heure, Alain parlait de croyances. C'est aussi dans ce but-là que l'acculturation a un rôle à jouer. Et puis enfin, on peut envisager l'acculturation également à travers une autre forme de sensibilisation qui va être la preuve par l'exemple, soit dans une dimension expérimentale, soit aussi dans une dimension plutôt démonstrative. Merci Marie-Hélène. Alors, on est dans une école de management, donc que ce soit du côté pédagogie ou recherche, la méthode des cas est une méthode centrale dans nos pratiques, et donc on va s'intéresser, troisième étape de nos échanges, au cas plus particulier de Dijon Métropole. Et donc je vais donner la parole à David. D'abord, peut-être pour nous restituer un peu comment est-ce que la donnée, la question de la donnée a émergé par les projets. Effectivement, Ludovic, la stratégie de données que conduit la métropole de Dijon est venue par un certain nombre de projets. Le premier projet que je vais citer, c'est notre projet de Smart City on Dijon, qui est un projet de gestion connectée de l'espace public. L'objectif de ce projet-là était de centraliser nos postes de pilotage qui étaient silotés hein, sur l'appel téléphonique, sur le centre de supervision urbaine, sur le PC neige, le PC circulation, le PC sécurité, etc. Et de le regrouper dans un même lieu et surtout autour d'un même outil, un outil commun qui soit un outil de partage. Donc, on a travaillé principalement dans une première étape sur l'interconnexion des équipements qui occupent l'espace public, que ce soit l'éclairage public, que ce soit les feux tricolores, les boucles de comptage, les bornes d'accès en zone piétonne, la connexion des caméras de vidéosurveillance, tout ce qui est alarme, incendie, intrusion dans les bâtiments et les équipements sportifs.
Et on a aussi développé avec les partenaires du groupement qui ont été retenus pour la conduite de ce contrat, puisque ce n'est pas une délégation de service public, c'est un contrat. On a développé des solutions techniques qui sont une gestion centralisée des interventions et surtout un hyperviseur du territoire dans lequel remontent tous les événements du territoire et qui permettent aux télécontrôleurs de pouvoir agir et saisir les différents opérateurs pour intervenir sur une branche d'arbre qui est tombée, sur un incendie et pour lequel il faut envisager une coupure de courant d'une partie des lignes de tram, etc., etc. La seconde impulsion par les projets, elle vient sur le périmètre de la transition énergétique et les objectifs de ville décarbonée qui sont portés par le projet Response, qui est un projet européen du programme Horizon 2020 Smart Cities and Communities. Ce projet-là, il vise à piloter de manière fine la consommation et la production énergétique sur des ensembles de bâtiments pour faire en sorte que ces ensembles de bâtiments deviennent à énergie positive. On développe également dans ce programme-là un suivi et une prévision des températures et de qualité de l'air sur l'ensemble de la métropole, ainsi que le développement d'une plateforme Air Énergie territoriale, une PCAET, et qui va reposer sur la centralisation des données qui vont transiter au sein de ce projet. Ce projet-là, il a une vocation à perdurer puisque Dijon Métropole fait partie aussi des lauréats du programme européen de 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030. Et on a également d'autres projets sur d'autres périmètres, notamment la transition alimentaire, qui n'est pas une compétence métropolitaine, mais pour lequel on intervient avec un rôle de tiers de confiance vis-à-vis des partenaires du consortium. Et puis quelques initiatives locales sur des notions d'accessibilité et d'autonomie pour identifier des zones où on doit renforcer les capacités de mobilité en cas de perte d'autonomie, notamment des personnes âgées, mais d'autres personnes qui pourraient passer par des phases d'intervention à l'hôpital. Donc voilà, une variété de projets dans tout périmètre qui, à chaque fois, portaient en leur sein la circulation, la compréhension, la valorisation et le partage de la donnée. Et du coup, en termes d'organisation, de stratégie, de gouvernance, est-ce que tu peux nous restituer votre expérience, notamment par rapport à la création de la fonction data? Oui, tout à fait. Face à ces enjeux, il a été important de pouvoir que la métropole se rempare du sujet de la donnée et ne pas se laisser dicter une stratégie d'un projet comme étant une stratégie métropolitaine. Donc, on a eu plusieurs actions. Première action, c'est la mise en place de la mission data que je porte, moi, depuis mai 2019, sur un poste d'administrateur général des données ou responsable des données ou chief data officer, selon la terminologie et votre affinité ou non avec la langue anglaise. À partir de décembre 2019, deux délibérations ont été prises par le Conseil métropolitain. Une première qui était la création d'une fonction data et une deuxième délibération qui était la mise en place d'un comité éthique autour de la donnée. Alors ces actions-là ont été ralenties avec la période Covid. Il a fallu relancer la dynamique et elle a pris de l'ampleur en 2021 puisque en octobre 2021, on a créé le pôle data au sein de la direction du numérique, le pôle que je pilote, qui intègre les 3 membres de l'équipe SIG et pour lequel on a 2 recrutements qui sont quasiment finalisés, un poste de data analyst et un poste de chargé de gouvernance qui est plutôt sur la connaissance du patrimoine et leur relation avec les tiers du territoire. Et enfin, en décembre 2021, la métropole a installé son premier comité data interne. C'est l'installation de l'organe de gouvernance de la donnée, qui est un comité présidé par le directeur général des services, qui réunit 2 élus de référence, Denis Hameau, qui est conseiller métropolitain délégué à la Smart City, au projet de Dijon, à l'enseignement supérieur et à l'université, et qui est également adjoint au maire de Dijon, délégué sur la qualité de vie de services publics, la relation aux usagers et l'innovation. Et l'autre élu, Joël Mécantard, qui est adjoint au maire, délégué aux nouvelles technologies, à la protection des libertés et à la lutte contre la fracture numérique. Ce comité regroupe aussi nos 5 directeurs généraux adjoints et une équipe de pilotage opérationnel qui est composée de Xavier Lenoir, le directeur du numérique, Blaise Meunier, qui est notre chargé de filière numérique au développement économique sur la relation avec les tiers, et moi-même en tant que Chief Data Officer.
Alors, David, on a déjà parlé plusieurs fois de plateformes. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire quelques mots sur deux plateformes déployées, OnDijon et DataHub? Oui, tout à fait. Alors, sur le projet OnDijon, on a notamment déployé un data lake qui a pour objectif de centraliser toutes les remontées de données issues des capteurs, plutôt dans une approche big data. Alors, le foisonnement est vraiment vaste, hein. On a un gisement de données assez énorme. Par contre, son exploitation nécessite de passer par des étapes de consolidation. Vous imaginez qu'on reçoit des données d'alarme avec des défauts qui peuvent durer 2 secondes ou 5 secondes, et que en fait, la valeur ajoutée, c'est plutôt la présence d'un défaut qui remonte pendant au moins une vingtaine ou une trentaine de secondes. Euh, cette première plateforme nous a permis de pouvoir consolider de la donnée pour alimenter l'hyperviseur et la gestion centralisée des interventions, sur lesquelles on tire de la première connaissance autour du projet OnDijon. Et on est d'ailleurs en train de préparer des approches de maintenance prédictive sur ces équipements de l'espace public. La deuxième partie, DataHub, c'est une approche qu'on développe dans le cadre du projet Response, le projet sur la partie transition énergétique. On a une première plateforme qui va être développée par un de nos partenaires, qui est IFER, un institut européen de recherche sur l'énergie, qui va développer la plateforme énergie-climat. Et cette plateforme, elle va être motorisée sur une plateforme de données, un data hub, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou ce qu'on a appelé aussi notre réacteur de la donnée. Donc un outil qui doit nous permettre de faciliter l'ingestion, le stockage, la modélisation, l'enrichissement et le partage de la donnée. Et le fait de le porter par la métropole nous positionne aussi comme étant l'organe de confiance sur la captation, l'usage et le partage des données du territoire, qu'elles soient injectées par les différents fournisseurs ou partenaires ou non d'ailleurs du projet, tous ne sont pas partenaires, ou consommées également par d'autres tiers qui peuvent être partenaires ou non du projet. Alors ensuite, est-ce que sur cette base-là déjà consolidée, assez substantielle, est-ce que aussi tu peux nous expliquer comment est-ce que vous êtes en train de vous acheminer progressivement vers un véritable observatoire du territoire par la data? Oui, tout à fait. Dijon Métropole n'a pas encore de vraie vitrine open data. Tous nos flux sont ouverts et diffusés sur des plateformes nationales et régionales. Mais à nouveau, ce qui comptait pour nous, c'était le cadre de confiance dans lequel on effectue cette démarche et la capacité de rendre compréhensible la stratégie de la donnée, l'usage des données, la valeur ajoutée de la donnée. L'objectif d'une plateforme de type observatoire, c'est pas tant la mise à disposition des flux, du JSON, du CSV, du XML, c'est plutôt l'appropriation des différents acteurs du territoire, que ce soit entreprises, associations, citoyens, et la compréhension des politiques publiques et des projets de territoire pour tout public, acculturé ou non, à ces questions autour de la donnée. D'ailleurs, je m'appuie sur une étude quantitative qui a été publiée en septembre 2019 par Occitanie Data, qui est devenue Equitia depuis, et Civiteo, qui était révélatrice sur l'état de confiance de la population vis-à-vis de la gestion des données. La population a une relative confiance envers les collectivités territoriales. La confiance qu'elle a pour les collectivités territoriales est plus élevée qu'envers les acteurs du numérique. Par contre, elle est plus faible qu'envers les acteurs des organismes de santé et de recherche. Aussi, il s'agit pour nous de ne pas appauvrir cette confiance. Et l'installation du cadre de confiance, va passer notamment par la prochaine installation d'un comité métropolitain de la donnée qui doit couvrir au-delà du volet éthique qui avait été délibéré en décembre 2019 et qui regroupera universitaires, entreprises, associations et sociétés civiles autour de ce sujet-là. Et alors pour conclure, David, sur le cas Dijon Métropole, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les outils d'acculturation, notamment 2 exemples, le Data Challenge et un lieu expérimental? C'est ça. Dans le cadre du projet OnDijon, on avait une forte part d'appropriation des données collectées et produites. Et pour pouvoir alimenter demain cette plateforme observatoire, avant d'être dans cette action-là, on est passé par une étape de projet d'open innovation, ce qu'on a appelé le programme de Data Challenge. Le principe, on expose 3 questions autour d'une thématique. La première thématique, c'était la mobilité. La deuxième, qui est en train de se finaliser, c'est l'espace public. Et le troisième thème est
en cours de finalisation, je ne peux pas encore vous l'annoncer. L'idée, c'est que derrière des startups, des jeunes entreprises, des groupements d'étudiants peuvent candidater et les lauréats qu'on retient, qui peuvent être jusqu'à 3, sont accompagnés pendant 6 mois par les Docs numériques, qui est un accélérateur régional, et ils bénéficient d'une dotation de 20 000 € pour créer un produit minimum viable. Et sur le deuxième aspect, la métropole dispose maintenant d'un lieu au sein du campus métropolitain, d'un espace à aménager qui servira à animer la stratégie métropolitaine de la donnée. On est en train de faire une étude pour rendre un modèle économique viable pour l'utilisation de ce lieu, mais la volonté, elle est de rendre accessibles les enjeux de la donnée, de rendre visible et manipulable cette matière première qui parfois ne l'est pas, et de permettre à tout public de pouvoir s'en emparer. Très bien, merci David pour tous ces éléments qui permettent d'illustrer à travers le cas d'un territoire tout ce qui est déjà fait, ce qui est en cours et un petit peu de prospective. On va passer maintenant à une 4e étape de notre échange autour des problèmes éthiques regardant la data pour les collectivités et leurs acteurs. Et on va commencer par la question de l'intelligence artificielle et des algorithmes et de la question de la transparence et de l'appropriation par les acteurs politiques territoriaux. Marie-Hélène, je vous donne la parole en premier. Oui, très bien, merci. Donc la question éthique, elle vient s'inviter dans les réflexions autour de l'usage de l'intelligence artificielle et des algorithmes depuis quelques années. David, justement, citait l'éthique aussi dans les préoccupations de Dijon Métropole. C'est aussi le cas, par exemple, avec la CNIL, qui avait animé un débat public, je l'ai mentionné un petit peu auparavant, en 2017, donc un débat public qui s'appelait Éthique et numérique, dans le cadre de la loi pour une République numérique. On a aussi le rapport Villani, par exemple, qui s'intitulait « Donner du sens à l'intelligence artificielle », et publié en 2018, et qui proposait la création d'un comité d'éthique de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il va exister quelques dispositions réglementaires. Il y a la loi informatique et liberté, notamment le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, ou la loi pour une république numérique, qui vont s'intéresser à cette question. Et donc, si on prend le cas de l'usage des algorithmes publics, les administrations doivent respecter des principes d'explicabilité et de transparence. Et ça va se traduire notamment par la publication du code source, la justification de l'usage, l'explication du fonctionnement global de l'algorithme, etc. Et donc, ces principes de transparence et d'explicabilité, ils ne portent pas uniquement sur la dimension technique. C'est comme je le disais aussi à propos de la culturation, on n'est pas uniquement sur une dimension technique, et donc ici de l'algorithme, mais aussi en fait sur les motifs qui expliquent sa création. Et donc, ces dispositions, elles vont s'appliquer, quel que soit le degré d'intervention humaine, à tous les traitements qui vont impliquer une décision administrative individuelle. Et donc là, on a Etalab qui va préciser à ce propos qu'en cas d'incapacité à expliquer un traitement automatisé, l'administration ne pourra l'utiliser que comme un outil d'aide à la décision. Donc avec l'obligation finalement de replacer l'humain dans la décision. Et donc, dans un contexte où finalement le développement de nouveaux services urbains ne relève pas plus d'une initiative publique que privée, donc ça c'est Jean-Bernard Auby qui l'indique dans un article de 2018, et donc où la législation finalement s'applique principalement au secteur public et à ses délégataires, comme avait pu le mentionner Alain en début de webinaire, on va assister à la formation d'arrangements entre acteurs, comme toujours Jean-Bernard Auby va le préciser. Et donc, on voit l'émergence de dispositifs qui vont venir répondre à ces enjeux d'éthique et notamment l'apparition de chartes ou de labels. On peut, par exemple, citer le label ADEL, alors pour Algorithm Data Ethics Label, ou des chartes de l'éthique comme la charte métropolitaine de la donnée, par exemple, de Nantes Métropole. Merci Marie-Hélène. Alors, Alain, il y a un autre gros sujet éthique et même politique au sens sciences politiques, c'est celui de la souveraineté au regard des outils et des offres. Comment concilier les objectifs des collectivités d'un côté et de l'autre les impératifs de souveraineté nationale? C'est un problème, mais qui ne concerne pas seulement les collectivités, qui concerne aussi les administrations, qui concerne aussi les entreprises. Puisque les grands acteurs en fait qui brassent beaucoup de données
maintenant utilise les serveurs, enfin l'offre des serveurs des grandes entreprises informatiques et qui leur offre également des outils de traitement en fait, des données. Ce qu'on appelle le cloud, enfin, donc, c'est la question du cloud, le cloud souverain. Donc, il y a eu beaucoup d'affaires. Moi, j'ai un collègue qui est dans une université qui s'appelle Sorbonne Nouvelle et qui utilise Google en fait, pour héberger ses données, également comme messagerie. Mon collègue a mené un mouvement contre le président de l'université sur cette question, puisqu'en fin de compte, ça veut dire que Google a accès en fait, à l'ensemble des messages, des fichiers, etc., qui sont échangés entre notamment les chercheurs. Ça peut être une question tout à fait sensible. On l'a vu avec l'affaire du HDH, le Health Data Hub, qui, faute d'une offre nationale suffisante, avait décidé d'héberger ces données sur Microsoft, ce qui a provoqué des tas de problèmes. Et les collectivités sont également confrontées à cette question. Je ne sais pas quelle est la solution qu'a pris Dijon par rapport à cela, mais voilà, comment héberger ces données? Est-ce qu'on utilise ces offres? Est-ce qu'il existe, bon, il y a OVH en France, est-ce que cette offre peut suffire aujourd'hui? Le cloud souverain européen progresse quand même très, très, très lentement par rapport aux offres américaines. Il y a aussi la question du transfert des données, quand même, transatlantique, puisque si vous utilisez les offres américaines, le Patriot Act le permet au gouvernement américain de se saisir de ces données transférées en cas de terrorisme notamment, mais on ne sait pas très bien quelles sont les conditions en fait, de transfert entre les entreprises américaines et le gouvernement américain. Il y a un accord qui a été passé en mars entre l'Union européenne et les États-Unis sur le transfert. Il n'y avait plus de régulation en fait. La Cour de justice européenne avait invalidé une précédente régulation. Ils ont passé à un accord, mais l'accord n'est pas encore écrit en fait, en vérité, et cet accord vise à encadrer essentiellement les conditions dans lesquelles les services de renseignement américains pourraient accéder aux données transférées d'Europe vers les États-Unis. Là, il y a une question de confiance, pour reprendre le terme de David, c'est une question de confiance. Alors, l'étude qu'il citait là, sur l'Occitanie montre que les habitants font davantage confiance aux collectivités locales, très certainement. C'est peut-être pas le cas forcément au niveau national. Moi, j'étais dans un séminaire où il y avait des gens du Health Data Hub qui étaient sommés de répondre à la question pourquoi vous avez mis vos données sur Microsoft, pendant que la personne qui représentait Doctolib pouvait déclarer tranquillement qu'ils avaient leurs données chez AWS, qu'il y avait toutes les garanties, c'était entouré de toutes les garanties pour que les données ne fuient pas aux États-Unis. Bon. Et là j'ai vu qu'en fait, on tapait sur le Health Data Hub et pas sur Doctolib. Donc, il y a une question de confiance qui est fondamentalement liée à cette question de la souveraineté. Et alors, en lien avec cette question de la souveraineté, Alain, comment est-ce qu'on peut caractériser, qualifier l'intensité des risques d'ingérence et d'hégémonie des intérêts privés lorsque la puissance publique locale ou territoriale, donc les collectivités, ne se saisissent pas des enjeux de la donnée? Je crois que le numérique, de manière générale, le digital, c'est une course de vitesse. Le gagnant, c'est celui qui va plus vite que les autres, précisément parce qu'il y a des effets réseau qui amplifient, en fait, disons, il y a des effets d'auto-renforcement qui expliquent, en fait, que le gagnant, c'est celui qui va le plus vite, du moins au départ. Et je crois qu'il ne faut pas du tout négliger, je ne sais pas ce que Marie-Hélène et David en pensent, mais pas du tout négliger la menace quand même des grandes plateformes que constituent par exemple les GAFA, enfin Google ou Apple, y compris dans le domaine territorial, pour très bien bâtir une offre à partir d'outils par exemple comme Google Maps.
Google l'a d'ailleurs fait à Toronto, puisqu'il a tenté de mettre la main sur un quartier qui s'appelle Sidewalk. Et ils se sont fait exclure finalement parce qu'ils prenaient carrément la place de la municipalité, quoi, à travers la gestion du système d'information de ce quartier. En fait, ils remplissaient les fonctions de la municipalité. Donc, je crois qu'il ne faut pas du tout négliger cette menace, parce qu'ils ont l'agilité, ils ont les compétences, ils ont un cash énorme qui leur permettent d'investir très rapidement. Mais je crois qu'ils ont, dans le domaine territorial, ils ont un talon d'Achille. Ce sont des plateformes mondiales, mais qui n'ont pas l'habitude de négocier avec les systèmes locaux, en fait, avec les autorités locales. Parce que si vous voulez créer un service, un système de services territoriaux, il faut en passer par une négociation avec les acteurs locaux. Et pour ces plateformes mondiales qui, elles, d'habitude, proposent un service complètement uniformisé sur la planète, il y a des coûts de transaction qui sont assez très importants. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils hésitent à se lancer dans cette bataille de manière extrêmement offensive. Par contre, des plateformes comme Uber ou Airbnb, qui par définition, par nature, proposent des services qui sont ancrés territorialement, je pense, représentent une menace peut-être plus importante parce qu'ils ont pris l'habitude de négocier avec les villes, avec les territoires pour adapter leurs services aux conditions qui sont définies localement. Et par exemple, pour ma part, je n'ai jamais cru que Uber, l'objectif d'Uber soit de définir un service de VTC au niveau mondial. Ça, c'est le cheval de Troie, certainement. Mais comme Amazon l'a fait, ils peuvent très bien se servir des données de mobilité qu'ils ont accumulées dans ce domaine pour proposer soit des deals avec les collectivités locales, ce qu'ils ont commencé à faire, soit carrément de définir une plateforme en fait, de données territoriales. Alors, par rapport à ce contexte-là et les éléments qu'on a évoqués avant, comment, et je vous laisse la parole Alain, comment est-ce que la collectivité territoriale, sur son ressort territorial, peut se positionner comme autorité régulatrice et être la garante de l'intérêt général territorial qu'on a déjà évoqué tout à l'heure? Je pense que là, on pourrait parler de souveraineté territoriale, non plus de souveraineté nationale. Et c'est aussi un des enjeux, parce que dès lors que vous avez des plateformes qui mêlent des acteurs publics et des acteurs privés, on voit bien quand même que tous les acteurs n'ont pas le même intérêt. C'est l'histoire bien connue de Waze qui optimise le service pour l'automobiliste, mais qui en même temps nuit à l'intérêt collectif, puisque ça conduit à faire passer les voitures près d'une école, près d'un hôpital, dans une zone pavillonnaire où les gens ne voyaient pas de voiture, etc. Et donc, il a fallu que les collectivités locales fixent des règles de circulation qui ne permettent pas justement de dériver le trafic de cette manière-là. Donc, on voit bien que c'est la collectivité locale quand même qui est porteuse de l'intérêt général par rapport à des acteurs privés ou des plateformes privées qui, elles, sont plus dans une logique consumériste de prestations adressées à des individus. Alors, on voit bien que ce n'est pas du tout la même logique. Et j'ajouterai en plus la question peut-être de la neutralité de la technologie. C'est-à-dire si une collectivité locale développe une plateforme de services numériques territoriaux, on peut être davantage certain qu'il y aura une neutralité de la technologie, c'est-à-dire que la plateforme ne va pas bénéficier principalement à un service ou à un autre, mais qu'elle va traiter de façon équitable tous les prestataires de services qui fonctionnent sur cette plateforme. Merci pour ces éléments. Alors, ça, nous arrivons à la 5e et dernière étape de nos échanges autour de la question des coopérations publiques-privées. Et donc là, je vais d'abord redonner la parole à Marie-Hélène autour de la question des enjeux liés aux échelons d'organisation des coopérations, les cohérences entre ces différents échelons territoriaux, les mécanismes de mutualisation observés ou souhaitables,
et donc les enjeux afférents à cette question-là. Oui, merci. Alors, effectivement, on a certaines dispositions réglementaires aujourd'hui qui vont impliquer l'État et les collectivités dans l'animation et la gestion de la donnée. On l'a vu, on l'a largement évoqué tout au long du webinaire avec l'open data. C'est également le cas aussi en matière d'information géographique, par exemple pour les régions. Mais au-delà de ces dispositions et du fait finalement que le sujet fasse de plus en plus l'objet de rapports, hein, on a cité celui sur le rapport Villani de 2018, il y a aussi, il y en a eu d'autres, hein, comme celui du député Botorel pour une politique publique de la donnée qui a été rendu en 2020. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la donnée numérique, ce n'est pas une compétence. Et d'ailleurs, David le citait dans l'exemple tout à l'heure en disant qu'il n'avait pas forcément la compétence. Alors, c'était sur l'alimentaire, il me semble. Mais voilà, aujourd'hui, la donnée numérique n'est pas une compétence ni pour l'État, ni pour les collectivités. Donc, il n'y a pas de règles. Pour autant, elle vient constituer un enjeu quand même en matière de développement territorial, hein, comme a pu largement l'évoquer Alain comme David, notamment, mais pas seulement, parce que la donnée, finalement, aujourd'hui, elle est au cœur du développement numérique des territoires, et en particulier dans le cadre des villes et territoires intelligents. Et c'est d'ailleurs dans cette approche ville intelligente que deux auteurs, donc là aussi je vais encore me permettre de pouvoir les citer, alors Milena Raël Silva Morales et Kamal Galouj, qui expliquait en 2018, alors à la fois que, cette transformation des systèmes de services urbains, elle va s'opérer spécifiquement selon les besoins et les dimensions mobilisées prioritairement dans un territoire, ce qui renvoie là aussi à Alain qui parlait en début de webinaire sur le fait qu'il fallait partir des usages, partir du territoire. Les deux auteurs vont également dire que les stratégies peuvent varier avec le temps. Donc, on n'est pas sclérosé non plus dans une dimension et ça relève de choix politiques, bien évidemment. Et un troisième point que les deux auteurs abordent, c'est que les projets Smart City doivent être articulés avec d'autres initiatives similaires au niveau local, régional, national et finalement global. Et donc, si on vient mettre en perspective ces trois éléments cités par les auteurs, donc sur le fait qu'il faut s'adapter au territoire, que les stratégies évoluent et que dans le cadre des Smart Cities, bien sûr, il faut s'articuler avec d'autres initiatives. Si on le met en parallèle avec ce que nous dit Anne Lehmann dans un article publié en 2017, qui nous dit que, alors là aussi je cite, l'usage innovant des données dans le monde du big data apparaît finalement comme coûteux et complexe parce qu'il suppose l'intervention de spécialistes, outre l'accès limité à des bases de données payantes. Finalement, quand on combine tous ces éléments, on vient observer qu'un développement d'initiatives en matière de données qui vont être portées à différentes échelles avec des configurations spécifiques aux projets du territoire selon les acteurs qui le font apparaître. Et c'est ce que Alain aussi mentionnait à l'instant et qui a pu être illustré par David, si éventuellement tu souhaites compléter d'un point de vue plus opérationnel sur ces questions d'arrangement entre acteurs. Alors, sur la question de ces coopérations nécessaires et multiscalaires, se posent des questions en termes de ressources, de compétences, de savoir-faire. David, peut-être quelques mots sur ces points-là? Oui, tout à fait. Les collectivités territoriales, bien qu'elles doivent s'approprier et s'emparer des enjeux autour de la donnée, elles n'ont pas vocation à devenir des centres d'expertise sur ce sujet-là, avec une armée de data scientists ou d'autres profils qui sont très qualifiés et très dispendieux pour les territoires. L'objectif est principalement d'avoir un niveau de compétence et de compréhension sur la gestion de la donnée suffisant pour pouvoir échanger d'égal à égal avec ces centres d'experts, avec des partenaires, avec des prestataires, et assurer la cohérence de la stratégie territoriale. Typiquement, sur Dijon Métropole, on a atteint cet objectif sur un autre périmètre qui est l'ingénierie logicielle ou plus simplement le développement, en gardant et en développant des compétences internes fortes sur ce sujet-là qui permettent maintenant de conduire des projets de co-développement avec des grandes entreprises du numérique selon les standards et sous le contrôle des équipes de la métropole. Et on est en passe de le réussir également avec le périmètre de la gestion de la donnée, en ayant créé cette fonction data au sein de la métropole. Ce qui nous aide également, ce sont les nouveaux cadres de coopération qui vont dans ce sens. Je reviens sur le projet de partenariat européen, le projet RESPONS, c'est vraiment un regroupement de 53 partenaires européens où on n'est plus dans des relations mercantiles,
entre l'autorité qui va être l'organisatrice ou en tout cas le moteur du projet et puis les partenaires qui vont chercher tout de suite à tirer un avantage financier de la démarche. On est plutôt vraiment dans une étape de co-construction et d'innovation autour de ce projet-là. Et l'autre exemple que j'ai, c'est le programme Territoire d'innovation, anciennement TIGA, Territoire d'innovation Grandes Ambitions, qui passe par la création d'un consortium qui regroupe et partenaires publics et partenaires privés, et qui, sur la base de ce consortium, va porter des projets en investissement pour la mise en place de solutions innovantes ou de nouvelles approches autour de la transition alimentaire. Donc, je pense que ces nouveaux cadres sont en train de s'installer pour changer le cadre des relations de coopération entre les collectivités territoriales, les territoires et les acteurs du monde économique qui sont force de valeur sur ces sujets de la donnée, qu'on le veuille ou non de toute façon. Ces coopérations, elles posent aussi la question de modèles de gouvernance, de modèles économiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Alain, de ces modèles? Je crois qu'il y a une diversité possible en fait de modèles. C'est-à-dire qu'on peut avoir, prenons l'exemple de la mobilité, puisque la mobilité, c'est quand même un des domaines où ces questions quand même sont les plus avancées, ne serait-ce que parce qu'il y a une pluralité d'acteurs et qu'il faut bien les coordonner. On peut avoir de l'open data pur, c'est-à-dire en fait un schéma qui est limité au celui des transports publics en fait. On peut avoir un open data qui est ouvert à des partenariats privés, c'est-à-dire que par exemple on va introduire dans l'appli, on va introduire sur la mobilité, on va introduire les trottinettes électriques, notamment parce que les collectivités locales ont un pouvoir sur ces opérateurs de trottinettes électriques, dans la mesure où elles consomment du sol urbain, et donc les collectivités ont le pouvoir finalement de réglementer ces opérateurs, notamment d'en fixer le nombre, et puis de fixer un cahier des charges. Donc par ce biais-là, on peut avoir des arrangements. On peut avoir aussi un autre modèle qui consiste à ce qu'une collectivité fasse des deals avec certains grands opérateurs de mobilité privés comme Uber ou Waze. Ça a été fait par certaines collectivités locales. Et ces deals, en fait, consistent à ce que les opérateurs comme Uber ou Waze consentent à échanger leurs données contre, évidemment, un certain nombre d'avantages. Par exemple, à Nice, les Uber se positionnaient au terminus des bus de façon à ce que les gens qui vont plus loin puissent utiliser une formule Uber avec éventuellement une réduction. Donc, il y a des deals de ce type-là, mais très souvent, ces gros opérateurs de données, en fait, demandent à ce que leurs données ne soient pas partagées avec d'autres acteurs. Donc, on peut parler de share data, mais de close data. En fait, ce sont des données qui sont fermées. Hein. Donc, c'est très différent du cas précédent que je prenais avec les trottinettes. On peut avoir, toujours dans le modèle de la mobilité, on peut avoir un modèle dérégulé au sens où finalement le service est assuré par une société privée. On a l'exemple, notamment le fameux exemple à Helsinki de Wimp. C'est en fait une société privée qui opère le service dit de masse, mobilité as a service, qui est d'intermodalité, avec un accord avec l'autorité organisatrice du transport, et puis, d'autre part, des conventions qui sont passées avec les opérateurs privés de mobilité. Donc ça, c'est encore un autre schéma. Et puis, on peut avoir aussi un schéma peut-être qui est plus ambitieux, qui est ce qu'on appelle le service métropolitain de la donnée. Je ne sais pas comment David définit le service métropolitain de la donnée. Moi, je vais discuter avec les gens de Rennes là-dessus. C'est très ambitieux et donc très difficile à réaliser, qui est en fait un service multipartenarial et multithématique. Ce n'est pas uniquement la mobilité, en fait, ça concerne l'ensemble des domaines, sous l'égide de la collectivité locale, qui ne fait pas forcément, qui n'opère pas forcément toute la partie technique, hein, comme le disait David, mais voilà, on a un schéma plus intégrateur et peut-être plus ambitieux.
Donc, on ne sait pas très bien ce qui va se développer. On est au stade des expérimentations. On va voir quelles sont les tendances à l'œuvre. Alors, cette diversité des modèles, finalement, ça suggère qu'il y a un enjeu du développement de solutions territorialement pertinentes. David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de retour d'expérience justement sur cet enjeu du développement de solutions qui soient territorialement pertinentes, adaptées, Ouais, ajustées? je pense qu'il y a deux approches sur cette notion de territorialement pertinente. Un, c'est que la stratégie qui se déroule sur le territoire, elle doit se décliner sur des projets qui sont pertinents, qui ont du sens pour tous les usagers qui pratiquent le territoire. Et je pense notamment quand on parle de transition énergétique, de transition alimentaire, de carbonisation décarbonation des villes. La deuxième lecture du territorialement pertinent, je pense que c'est une notion de réplicabilité ou de duplication de ces approches-là. Et ça, l'intérêt de ces projets, quel que soit le territoire qu'ils portent, c'est principalement le retour d'expérience partagé, comme je le fais avec vous ce matin. Et dans ce retour d'expérience, souvent, le plus enrichissant, ce sont les approches de réflexion, les étapes de construction, la définition des enjeux et puis le partage des écueils. C'est l'échec, on a toujours du mal à en parler en France, mais pourtant c'est le plus enrichissant. Et ce partage-là, il permet de faire comprendre les projets. Mais à nouveau, le côté réplicable ou duplicable d'un territoire à un autre, il n'est pas si évident que ça. Chaque territoire démarre avec un contexte qui n'est pas similaire. Et les projets, ils doivent, pour réussir, s'appuyer sur les points forts du territoire, que ce soit le tissu socio-démographique, le tissu économique, industriel, les politiques publiques qui y sont menées, les opportunités aussi des projets nationaux qui, selon l'agenda et le calendrier, peuvent être aussi des accélérateurs pour le développement de tel ou tel projet. Donc, il y a une volonté, notamment de la part de la Commission européenne, dans les projets européens, de rendre duplicables les solutions. Mais il ne faut pas oublier, au final, quel est le point de départ de chaque projet de territoire. Et on se rend compte qu'il y a énormément de diversité sur ce point de départ et que la démarche, la conduite d'un projet sur un territoire ne peut pas être aussi facilement duplicable sur un autre. Merci David. Ça nous mène quasiment à la fin de notre échange. Avant de prendre quelques questions et en guise de conclusion, je voudrais qu'on s'intéresse à un acteur dont on n'a pas beaucoup explicitement parlé, mais qui était derrière et présent derrière beaucoup des questions qu'on a abordées et dans vos réponses. Cet acteur, c'est le citoyen. Et donc, une question commune à tous les trois, quel devrait être le rôle des citoyens par rapport à cette question? David, tout d'abord. Oui, je pense que les citoyens, en fait, il faut les considérer comme des partenaires sur la gestion de la donnée. Alors, ça passe par différentes étapes sur l'acculturation, que ce soit au travers de la plateforme de type observatoire, des lieux d'appropriation, comme on envisage de le faire au sein du campus métropolitain, la compréhension des projets métropolitains, justement, la mise en place du comité métropolitain de la donnée et l'élaboration d'une future charte qui peuvent aussi décrire et informer des grands principes que porte la métropole sur la gestion de la donnée. Et puis la transparence des algorithmes, je sais que c'est abordé dans une des questions qui nous est posée. C'est pas tant, d'ailleurs, la transparence, c'est aussi l'explicabilité des algorithmes. Et tout ça, ça contribue à créer le cadre de confiance. Et je pense que c'est vraiment l'élément clé de la relation avec les citoyens et qui nous permettra peut-être un jour même d'aller conforter les citoyens dans le bon usage de ces données et de l'engager à partager encore plus de données avec la collectivité, sous couvert bien évidemment d'anonymisation, de respect du RGPD, mais pour permettre au territoire un jour d'atteindre un niveau de service du quotidien qui se rapprocherait de ce que font parfois les GAFAM. On n'ira pas faire de la vente comme Amazon ou du réseau social comme Facebook, mais peut-être demain, on arrivera à aider dans le déplacement et dans la mobilité, qui est une de nos compétences, comme pourrait le faire Waze.
Et je porte vraiment cette notion de principe d'autorité organisatrice des données sur le territoire qui est vraiment un concept, je pense, à faire porter au niveau le plus haut pour faire reconnaître les territoires comme étant pilier central de cette organisation des données. Merci David. Marie-Hélène, quelques réflexions à travers la restitution de quelques informations. Oui, alors oui, en guise de conclusion, alors sans revenir sur tout ce qui a été dit, mais qui s'inscrit dans la continuité de ce que vient de dire David, je partagerai 3 chiffres surtout, alors issus de l'édition 2020 de l'Observatoire de la notoriété et de l'image de l'intelligence artificielle en France, donc un observatoire mené par le Think and Do Tank Impact AI accompagné de l'IFOP. Un premier chiffre, 91% des Français donc interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, mais sont conscients d'être mal informés. Un deuxième chiffre, c'est 76% sont convaincus que l'intelligence artificielle jouera un rôle important dans le quotidien dans les années à venir. Et en dernier chiffre, 73% déclarent que le développement d'une intelligence artificielle de confiance est un enjeu important, voire essentiel. Donc là, ça fait le lien avec ce que disait David à l'instant. Et donc, si d'autres sondages existent et présentent, alors certes, quelques différences, ils vont quand même présenter une même conclusion, à savoir qu'il y a un manque de connaissances, même si la notion, elle n'est pas inconnue. Et donc, alors, je citerai pour une dernière fois dans ce webinaire, cette fois-ci Alfred Sauvy, qui dit que bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils deviennent des sujets. Donc, il y aurait éventuellement cette étape préalable d'acculturation et de sensibilisation des habitants à la donnée pour pouvoir en faire des citoyens éclairés et poursuivre avec, dans la voie qu'évoquait David à l'instant. Alain, quelques mots autour des oui, moi, j'insisterai peut-être sur c'est une question très importante, ça, l'application des citoyens. J'insisterai peut-être sur une difficulté particulière, parce que j'ai éprouvé, parce que je travaille sur cette question dans les domaines des données de santé. Mais les données territoriales, c'est un autre exemple. En fait, il s'agit en fait beaucoup de données personnelles, en fait. C'est-à-dire le rapport que les gens ont à la question des données, ça passe par le prisme des données personnelles. Et dans ces domaines, les gens ont été habitués à avoir des positions défensives, c'est-à-dire cherchent à se protéger, et c'est tout le RGPD, etc., qui est centré sur la notion de consentement. C'est-à-dire, enfin, le consentement, c'est à consentir à ce que d'autres que vous-même exploitent vos données. Et donc, comment passer de ça, de cette attitude défensive individuelle, auquel les gens ont été habitués, à une position plutôt proactive d'utilisation, d'exploitation de leurs données à des fins que les individus définiraient eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est quand même très difficile. Et ça passe certainement par non pas par les individus, mais par des collectifs d'individus, par exemple des collectifs territoriaux qui voudraient améliorer, par exemple, la consommation énergétique dans un quartier, etc., et qui mutualiseraient leurs données dans le cadre d'un collectif pour que des prestataires de services viennent leur faire des propositions utilisant ces données, etc. Et pour franchir ce cap-là, il y a un cap subjectif et qui me semble important pour franchir ce qu'on appelle le cap de l'empowerment, enfin, le fait que les individus reconquièrent un pouvoir sur l'exploitation de leurs données et ne soient pas simplement dans la subjectivité d'avoir à protéger leurs données. Merci à tous les trois pour ces éléments de conclusion. Je vous propose de prendre quelques questions avant de nous quitter. Une première question à la fois technique et stratégique. Le fait que tous les algorithmes utilisés soient open source et accessibles aux citoyens n'est-il pas dangereux? Entre parenthèses, la possibilité de trouver des failles tout simplement et potentiellement subir des attaques. Lequel de vous trois David? Oui, je veux bien aborder le sujet puisque j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. L'objectif, il est surtout l'explicabilité des algorithmes. Il n'est pas en soi de les rendre open source. Je pense que, en effet, partager un code d'algorithme ne peut être envisageable que dans certains cas. Par contre, rendre explicable
donner des éléments de contexte, de compréhension de la mise en place d'un algorithme apportera beaucoup plus de valeur en sécurisant également la partie attaque potentielle, même si au final, ce qui est attaquable, c'est pas forcément, la faille d'entrée, on va dire, en termes de cybersécurité, ce n'est pas finalement l'algorithme, ce serait plus que les outils qui calculent, qui computent l'algorithme. Du moins, c'est la perception que j'en ai. Je ne sais pas si Alain ou Marie-Hélène, vous souhaitez rebondir. Non, la réponse paraît claire et satisfaire tout le monde. Une autre question. Si plusieurs solutions sont disponibles pour traiter les données, par exemple plusieurs algorithmes qui ont une fonctionnalité similaire, qui prendra la décision de la solution à utiliser? Est-ce que ça passe par un appel d'offres ou par d'autres processus? Et quelle peut être la diversité des réactions par rapport à cette pluralité des solutions? Bon, je prends à nouveau la parole. Je pense que la première approche, en effet, c'est l'appel d'offres. Au final, ce qu'on demande, c'est, et notamment on le fait en ce moment sur notre futur Data Hub, on a exprimé un certain nombre d'exigences fonctionnelles liées au périmètre que j'évoquais sur les données de température, la qualité de l'air et la plateforme énergie-climat, et un certain nombre d'exigences non fonctionnelles qui sont des grands principes d'architecture. En soi, quand on prend le paysage des solutions de traitement de la donnée, je vous invite à chercher Landscape autour de la data et vous verrez qu'on a un paysage foisonnant de solutions, d'outils, corrélés ou non d'ailleurs à des plateformes techniques et des plateformes de GAFAM. Mais l'objectif, surtout pour les territoires, il est de choisir l'outil pertinent à nouveau par rapport à l'usage qui en est attendu et par rapport au contexte présent sur le territoire. En soi, après, c'est comme choisir une voiture. Pourquoi on choisit telle voiture plutôt qu'une autre? Elles se déplacent, elles ont 4 roues, un volant, on peut tourner, on peut aller d'un point A à un point B. Et au final, c'est quels usages on va en faire. Si on fait de l'urbain, et peut-être je vais prendre que de l'électrique, et si j'habite en campagne et que je fais beaucoup de trajets, ben, je vais peut-être encore me tourner, et là je vais faire saigner peut-être quelques oreilles, mais vers des moteurs diesel qui restent encore pertinents pour un certain nombre d'usages. Merci David. Alors peut-être une toute dernière question que je reformule en fait. On a parlé d'open data, de share data, donc de données, je dirais, rendues publiques. Il y a aussi d'autres données qui ne peuvent pas être rendues publiques, qui sont entre guillemets privées ou voilà, notamment pour des raisons juridiques. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui il y a des modèles à la fois technologiques, des cadres juridiques qui permettent d'articuler, de mettre en relation ces deux grands groupes, ces deux grosses montagnes de données, notamment dans l'aide à la prise de décision? Bon, je prends encore la parole et n'hésitez pas à compléter. Les données privées, en effet, il y a un certain nombre de jeunes données qui ne peuvent pas être partagées. Typiquement, si je prends sur notre territoire les déclarations CAF des familles pour l'évaluation de leur taux d'effort pour le paiement des activités en périscolaire, ce n'est pas une donnée qu'on va partager. Ce qu'on peut partager, c'est l'algorithme qui permet de calculer le taux d'effort à partir d'une donnée entrante qui, elle, n'est pas partagée. Ce qu'on peut partager, c'est les indicateurs qu'on va pouvoir travailler, ou en tout cas la décision qui est prise sur l'analyse de ces données. À nouveau, je pense que l'enjeu n'est pas forcément de mettre à disposition tout jeu de données, il est surtout de faire comprendre dans quel cas on a utilisé quelles données et pour quelles finalités, quels usages. Merci David. Bien, je vous propose de nous arrêter là. Je remercie d'abord la quarantaine de participants que nous avons été au total à ce webinaire. Je vous rappelle que c'était dans le cadre de la chaire Digitalisation et Innovation dans les organisations et les territoires, dont la titulaire est Mathilde Aubry, professeur permanent ici à l'EM Normandie, et également dans le cadre des publications de l'EM Normandie en matière d'IE-territoriale et plus spécifiquement des notes d'IE-territoriale que nous publions maintenant au fil de l'année à l'école et vous pouvez retrouver sur le blog de l'EM Normandie. Un grand merci à nos 3 intervenantes pour tous les éclaircissements, informations et matières à penser, surtout matières à réflexion
que vous nous avez apportées. Séverine, est-ce que tu as des remerciements de participants?